All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour à tous. Comme nous l'avons dit hier, lors que nous avons levé la séance, nous sommes réunis aujourd'hui pour écouter les arguments portant sur la demande au fin de l'article 81.3c petit i. Nous savons que le procureur a déposé des écritures dans ce sens et je vais d'ailleurs donner la parole immédiatement au représentant du bureau du procureur pour lui demander s'il y a quelque chose à ajouter. Mais je vois qu'il secoue la tête et je souhaite dire aux parties qu'il convient de ne pas prononcer le nom d'État. S'il vous plaît, donc ne prononcez aucun nom d'État. Nous savons parfaitement de quoi nous parlons, mais ne donnez pas les noms, s'il vous plaît. Je donne maintenant la parole au bureau du procureur, ensuite au représentant légal des victimes et aux deux défenses. Pour débattre de ce qui est du 81.3c petit i. Sachez que nous allons faire de notre mieux pour rendre notre décision dans la journée. Plus tard, bien sûr. Vous avez la parole, Monsieur McDonald. Monsieur McDonald, merci, messieurs, Madame les juges. Nous n'avons rien à ajouter. Nous nous contentons de ce qui est dans notre écriture. Le président, très bien. Je donne maintenant la parole à Madame Massida. Maître Massida, vous avez la parole au nom des victimes. Maître Massida, je vous remercie. Madame, Messieurs les juges, depuis hier, les victimes expriment leur préoccupation et aussi leur inquiétude suite aux nouvelles de la libération, enfin de l'acquittement de M. Gbagbo et Blé Goudé. D'après eux, ils considèrent que leur demande de justice n'a pas été entendue par cette Cour. Évidemment, ils savent que la décision d'une chambre n'est pas une décision définitive et ils espèrent que leurs droits seront protégés et que les deux personnes suspectées resteront en détention en attendant leur appel. Il est essentiel pour les victimes que M. Gbagbo et M. Blé Goudé soient présents lors d'un appel, si tant est bien sûr qu'il y ait appel et si le procès se poursuit. Suite à cet appel, l'accusation dans sa demande express déposée hier soir déclare qu'il y a bel et bien des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 81.3c petit i du statut de Rome, qui justifierait que l'on puisse maintenir M. Gbagbo et Blé Goudé en détention. Avant d'aborder ces circonstances exceptionnelles, qui sont de toute façon détaillées dans la requête de l'accusation, je fais valoir que le fait qu'il n'y ait pas de décision motivée est bel et bien une circonstance exceptionnelle, surtout parce que la majorité n'a même pas pu nous dire à quel moment nous disposerions de la motivation de cette décision. Et ceci n'est pas de la pratique de la Cour et handicape sérieusement les parties. Nous considérons
Donc, que lorsque l'on évalue les conditions de l'article 81.3 CI, il est très difficile de le faire au vu des circonstances, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de motivation. Il est vrai que, au vu des circonstances exceptionnelles, je considère que l'accusation a raison de dire qu'il y a bien des circonstances exceptionnelles. Par exemple, premièrement, qu'il y a un risque d'évasion au cas où la Chambre d'appel infirme la décision sur l'acquittement. Et donc, les accusés ne seraient pas présents pour leur procès. Les deux personnes ont bel et bien les moyens et le soutien leur permettant de fuir. Et c'est d'ailleurs déclaré dans le paragraphe 20 de l'écriture de l'accusation. Ensuite, les infractions sont extrêmement graves et c'est un critère qui doit être pris en compte, comme l'a dit la Chambre dans l'affaire Ngunjolo. Ensuite, probabilité aussi de voir l'appel aboutir. Grande chance que cet appel aboutisse. La majorité nous a donné qu'un résumé très succinct de la motivation de leur acquittement. Il ne nous a jamais dit à quel moment les motivations seraient disponibles et que la décision prise que cette décision a été prise à la majorité. Tout ceci, d'après moi, sont des facteurs qui vont dans le sens de l'aboutissement favorable de l'appel. Ensuite, autre facteur supplémentaire. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la Cour que la Chambre a dû trancher une requête aux fins de retrait des charges pour insuffisance de preuves. Or, il n'y a pas de disposition précise pour cette procédure dans le statut de Rome. Il n'y a pas assez de jurisprudence non plus. Et de ce fait, il me semble que l'appel sera très certainement entendu, surtout étant donné l'opinion dissidente de Madame le juge Carbuccia. Ensuite, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles, je tiens à souligner un autre facteur qu'il convient de prendre en compte. Le fait que les personnes accusées puissent éventuellement être libérées a toujours été un grand souci pour les victimes. Et ils craignent ce qui se pourrait passer en Côte d'Ivoire vu le climat très tendu qui règne à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Les tensions sont encore très fortes à Abidjan et la libération des accusés pourrait très bien faire monter encore ces tensions. Au vu de ces circonstances, je considère qu'il convient de maintenir M. Baboué Blegoudé en détention en attendant l'appel. Si vous considérez néanmoins qu'il convient de libérer les personnes en question, il convient que cette libération soit sous condition. Nous sommes d'accord avec les conditions énumérées à paragraphe 24 de l'écriture de l'accusation. Mais j'ajoute que de plus, la libération conditionnelle doit être autorisée uniquement dans un pays européen proche de la Cour, proche géographiquement de la Cour, et que la condition numéro 6 du paragraphe 24 de la demande de l'accusation devrait comprendre non seulement le fait de leur interdire tout contact avec les personnes interviewées ou les témoins, mais aussi avec les victimes, tel que cela est prévu à la règle 119.1c du règlement de procédure et de preuve. Ensuite, et finalement, si la Chambre rejette la demande de l'accusation, je soutiens la demande optionnelle et alternative de l'accusation, c'est-à-dire que M. Blegoudé et Gbagbo restent en détention jusqu'à ce que la Chambre rende sa décision sur la demande aux fins de faits suspensifs que l'accusation a déjà
prévues au cas où elle ne pourrait obtenir la certification d'appel telle qu'elle le souhaite lors de cette audience. J'en ai terminé, le président. Merci. Et maintenant, je donne la parole à la défense. Maître Altid, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, quelques brèves remarques. Le procureur et la représentante légale des victimes s'opposent à la mise en liberté immédiate arguant, premièrement, de la gravité des infractions qui sont incluses dans les charges. Deuxièmement, d'un supposé risque de fuite. Troisièmement, des chances de voir l'appel aboutir. Premièrement, la gravité n'est pas une condition de maintien en détention qui soit acceptable ici. En effet, le procureur et la représentante légale des victimes ne donnent aucune indication sur ce qu'ils entendent par gravité. Sauf à dire que tous les crimes relevant de la compétence de la Cour seraient suffisamment graves pour justifier du maintien en détention, ce qui n'aurait pas grand sens, puisque dans ce cas, aucune mise en liberté ne serait jamais prononcée. À l'évidence, ce n'est pas l'intention des rédacteurs du statut de Rome. À l'évidence, ce serait contraire au respect de la liberté comme droit fondamental de la personne. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, rappelons que dans le cas de l'article 83, le procureur doit démontrer des circonstances exceptionnelles relatives aux critères qu'il utilise. Circonstances exceptionnelles relatives à la gravité, circonstances exceptionnelles relatives au supposé risque de fuite et circonstances exceptionnelles concernant la peine. Autrement dit, pour respecter la logique de l'article, le procureur et la représentante légale des victimes auraient dû démontrer qu'il s'agissait de gravité exceptionnelle, de risque de fuite exceptionnel, ce que, évidemment, ils ne font pas. Concernant le risque de fuite, le procureur reprend tous les arguments, les mêmes vieux arguments qu'il a utilisés dans le passé pour s'opposer à la liberté. Des arguments que nous avons contestés, notamment lors de la dernière audience qui s'est tenue en décembre dernier. Vous noterez que concernant le risque de fuite, le procureur n'apporte rien, absolument rien d'utile sur ce point. A fortiori, est-il incapable de démontrer qu'il existerait des circonstances exceptionnelles relatives à un prétendu risque de fuite.
Sur les circonstances exceptionnelles. Pourquoi faut-il des circonstances exceptionnelles? Pourquoi des circonstances exceptionnelles? Parce que le contexte a changé. Le contexte est celui d'un acquittement. Le procureur vous tient un langage qui est un langage d'avant-acquittement. Comme le disait le président Cotte, en 2012, dans l'affaire N'Djoulo, après l'acquittement de M. N'Djoulo, et je cite, « À ce stade procédural, la liberté doit être en effet plus que jamais la règle et la détention l'exception. » Fin de citation. C'est le transcrit T3 du 18 décembre 2012, page 4, lignes 22 et 23. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, le procureur et la représentante légale des victimes semblent vouloir ignorer ce changement fondamental qui résulte de votre décision d'hier. Laurent Gbagbo n'est plus un accusé. Laurent Gbagbo a été acquitté. Il n'est donc plus présumé innocent, il est reconnu innocent. Et cela change tout, évidemment. Il a été acquitté de toutes les charges, de toutes les accusations que le procureur a portées contre lui. Dans ces conditions, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, il ne fait aucun sens de considérer que Laurent Gbagbo voudrait se soustraire à la justice. Une justice qu'il a acquittée. Par ailleurs, le procureur ne peut être autorisé à continuer à s'appuyer sur des hypothèses abstraites, non étayées, relatives à un soi-disant réseau. Ici, le procureur aurait dû démontrer plus que jamais la réalité concrète d'un risque de fuite sur la base de faits objectifs et sur la base de circonstances exceptionnelles. Circonstances exceptionnelles qui sont les seules à permettre qu'une personne acquittée, innocentée, soit maintenue en détention. D'ailleurs, le procureur lui-même reconnaît, dans ses écritures, qu'il doit atteindre un seuil plus élevé du fait du jugement d'acquittement. Seuil qu'il n'atteint évidemment pas. De la même manière, à partir du moment où Laurent Gbagbo est acquitté, l'on ne peut plus se contenter de se retrancher derrière le critère de gravité de crime, puisqu'il a été acquitté des crimes. Et c'est pourquoi le législateur, le rédacteur du statut, a prévu la notion de circonstances exceptionnelles. Circonstances exceptionnelles que personne, absolument personne, n'a même tenté de démontrer ici. Quant aux critères qui consistent à examiner si l'appel pourrait aboutir ou pas,
le procureur et la LRV n'apportent strictement aucun élément. Ils ne peuvent se prévaloir de l'absence de décision écrite pour alléguer de circonstances exceptionnelles qui justifieraient un maintien en détention. Pourquoi ? Parce que des circonstances exceptionnelles doivent pouvoir être objectivement prouvées. Sinon, ce ne sont pas des circonstances exceptionnelles, ce sont des hypothèses. Et c'est ce dont on vous parle, des hypothèses. Or, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, en l'absence de décision écrite, il est absolument impossible de déterminer quelle serait la teneur d'un éventuel appel. En l'absence de décision écrite, il est absolument impossible de déterminer quelle serait la teneur d'un éventuel appel. Même si pour les besoins de l'argumentation, la Chambre d'appel devait considérer qu'il aurait été préférable que la Chambre de première instance donne le détail de la motivation, en même temps que la teneur de la motivation. Cela ne changerait rien à l'acquittement en soi. Rien. Puisqu'il ne s'agit ici que d'une question d'approche choisie ou adoptée par la Chambre de première instance, par votre Chambre, une approche qui ne touche pas au fond, c'est-à-dire qui ne touche pas à l'acquittement. Enfin, le procureur s'appuie sur l'existence d'une opinion dissidente pour arguer de la nécessité d'un maintien en détention. Sur ce point, il convient de noter premièrement que l'existence en soi d'une opinion dissidente est un élément procédural normal qui ne peut en aucune manière constituer une circonstance exceptionnelle. Deuxièmement, que l'existence d'une opinion dissidente ne préjuge en rien du résultat d'un éventuel appel. Là encore, pas de circonstances exceptionnelles. Je reviens un instant sur ce point. L'existence d'une opinion dissidente ne nous donne aucune indication sur ce que pourrait être le résultat d'un éventuel appel. Et par conséquent, il n'y a pas là circonstance exceptionnelle. Troisièmement, l'opinion dissidente porte essentiellement sur la forme de la décision de votre Chambre et n'apporte aucun élément qui permettrait d'identifier concrètement d'éventuelles erreurs de droit ou de fait qui pourraient être utilisées en appel. J'insiste.
l'opinion dissidente porte essentiellement sur la forme de la décision de votre Chambre et ne donne aucun élément permettant d'identifier concrètement des erreurs de fait ou de droit qui pourraient être éventuellement utilisées en appel. Quant à la question précise du désaccord que mentionne le procureur entre la majorité et l'opinion dissidente, entre la majorité et le juge dissident, concernant le standard de preuve applicable dans la présente procédure, il n'existe aujourd'hui ni dans la décision orale de votre Chambre, ni dans l'opinion dissidente, de quelconques éléments qui permettraient d'évaluer la nature de ce désaccord et donc qui permettraient de tirer la moindre conclusion sur la viabilité d'un éventuel appel. Je vais revenir un instant sur ce point. À propos de la question précise du désaccord que mentionne le procureur, désaccord qu'il postule entre la majorité et le juge décidant. Désaccord portant sur le standard de preuve applicable dans la présente procédure. Mon point est le suivant. Il n'existe aujourd'hui, ni dans la décision orale, ni dans l'opinion dissidente, de quelconques éléments qui donneraient à comprendre ou qui permettraient d'évaluer la nature de ce désaccord et donc qui permettrait de tirer des conclusions ou de poser des hypothèses sur la viabilité d'un éventuel appel. Notons, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, que, comme les juges majoritaires, la juge dissidente a indiqué, elle aussi, qu'elle donnerait les raisons de sa position ultérieurement. C'est au paragraphe 48 de l'opinion dissidente, l'écriture 1234. Donc sur ce point, on ne peut rien en tirer. En fait, et pour faire simple, le procureur semble estimer que le simple fait qu'il pourrait présenter des arguments en appel pourrait suffire à maintenir une personne en détention. Pourrait suffire à maintenir en détention une personne acquittée. Innocentée. Une telle approche, Madame, Monsieur le Président, ne saurait satisfaire l'exigence pourtant claire qu'ont posée les rédacteurs du statut, qui ont voulu, pour garantir les droits de l'individu, que le critère de circonstances exceptionnelles soit satisfait.
Parce que si on suit le procureur et si on suit la représentante légale des victimes, il sera toujours possible de maintenir quelqu'un en détention, même innocenté, même acquitté, à partir du moment où il est possible de faire appel. Autrement dit, il sera toujours possible de nier la réalité d'un acquittement. Ce qui nous paraît important, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, c'est qu'aujourd'hui, il convient de constater que le procureur est incapable, quel que soit l'angle sous lequel on prend la question, de justifier de la moindre circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, que remarque au sujet du droit naturel à la liberté et deuxièmement, les circonstances exceptionnelles et autres éléments de l'article 81. Ces deux derniers points seront traités par Maître Carin. Je vais traiter du premier point. Malheureusement, la discussion aujourd'hui déclenchée par le bureau du procureur et par les représentants légaux des victimes se concentre ou a tendance à se concentrer sur des questions de procédure. Ce qui est en jeu, Monsieur le Président, c'est le droit naturel à la liberté. La liberté de l'humanité, c'est bien là l'essence de notre débat aujourd'hui. Il ne s'agit pas de procédure. Le droit naturel à la liberté. Monsieur le Président, dans l'affaire Helen contre le Royaume-Uni, tranchée par la Cour européenne des droits de l'homme le 12 juillet 2013, paragraphe 94, vous trouvez ce que pour nous, juristes ici devant cette Cour, vous trouvez ce que signifie le droit naturel de l'humanité. Je cite ce paragraphe. Je cite l'objectif général, selon les juges de la Cour européenne, l'objectif général de l'article 6, section 2 de la Convention est de protéger les individus qui ont été acquittés d'une charge pénale ou s'agissant de procédures ou les personnes pour lesquelles la procédure pénale a été interrompue. Éviter qu'ils ne soient traités par les responsables publics et les autorités comme s'ils étaient en fait coupables des délits imputés. Et Monsieur le Président, ceci est ce qui doit nous occuper essentiellement aujourd'hui. Ces deux personnes sont acquittées. Ils doivent se voir redonner leur droit naturel à la liberté. Dans chaque système traité par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ce qui est prévu sans protection pour garantir le respect de l'acquittement. Et je cite toujours le paragraphe 94 de l'affaire Allen contre le Royaume-Uni, sans protection visant à garantir le respect de l'acquittement ou l'interruption du procès, l'équité de la procédure garantit que l'article 6, section 2, ne devienne plus qu'une théorie et une illusion. Voilà pour ce qui est de ma première remarque. Deuxième remarque, dans toute juridiction, dans la mesure où je suis bien informée, la mise en liberté
avec les raisons qui suivent, est une conséquence logique du droit naturel à la liberté et est en conformité avec le droit naturel à cette liberté. L'opinion dissidente de Madame le juge Carbuccia dit au paragraphe 33, en référence à l'arrêt de la Cour d'appel Alberta contre Teske, où la Cour dit qu'il est important de prendre des décisions en temps opportun. Et c'est en temps opportun. Bien entendu, le juge de première instance doit bien être conscient du fait que les motivations peuvent arriver après. Mais il n'est pas nécessaire également, toujours selon cet arrêt, et conformément également à la jurisprudence des États-Unis et également la jurisprudence des cours suprêmes en Europe, il n'est pas en contradiction avec le droit international à chaque occasion de rendre une décision complète avec un certain retard. Cela ne veut pas dire que cela implique automatiquement un appel. Nous considérons que mettre une personne accusée en liberté au moment où le tribunal considère qu'il n'y a pas de raison que son affaire se poursuive, eh bien, que cela est en conformité avec le droit international et avec les juridictions. Cette notion, ce droit naturel à la liberté après l'acquittement, le droit naturel à la liberté doit être rendu à l'accusé. Nous retrouvons cela également à l'article 81.3c petit i. La chambre d'appel, en effet, dans l'affaire Anguijolo, a déjà constaté que la règle est qu'une personne acquittée doit être remise en liberté. C'est là la règle. Et ce droit naturel à la liberté est également clairement repris dans le droit international des traités. L'article 9 de l'ICPR, l'article 5, section 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 7 de la Convention américaine des droits de l'homme, l'article 6 de la Charte africaine sur le droit des peuples et les droits humains. Donc la conclusion est clairement que maintenir en détention une personne acquittée en attendant l'issue de l'appel est clairement en contradiction avec le droit international et avec le droit naturel de l'humanité à être en liberté. Je vous renvoie également à toute la jurisprudence à cet égard de la Cour européenne des droits de l'homme. Monsieur le Président, ceci dit, j'ai aussi observé que d'autres juges dans cette Cour ont repris cette même opinion, à savoir comment interpréter les droits de l'homme dans le contexte de la procédure devant la CPI. D'abord, le juge président, le juge Cott, dans Anguijolo, a clairement indiqué que l'évaluation qui doit être faite du maintien en détention après l'acquittement, doit se faire dans le contexte justement de cet acquittement. Ce terme n'a pas été repris dans la version anglaise de la transcription. Il est clairement dit en tout cas que le juge Cott voulait qu'il n'y ait pas de raison pour limiter la portée de cet acquittement. Le juge Van den Wangert également a rappelé au cours de la conférence de mise en état, lorsque les parties et les participants ont débattu de la mise en liberté immédiate de M. Anguijolo, et je cite la transcription anglaise, page 78,
ICC 01 04 02 12. Le juge Van den Wingert a demandé à l'accusation ce qui suit, en parlant des critères de la gravité, du critère visant la gravité des charges. Vous n'avez pas développé de manière importante la gravité du crime. Et une fois encore, ce qui est spécifique à cet égard, étant donné que chaque accusé devant cette cour, pour chaque accusé devant cette cour, bien entendu, les faits ou événements implique qu'il y ait eu une attaque grave en cause, eh bien, la juge Van den Wingert avait totalement raison. Ce qui est spécifique au sujet d'une inculpation devant la Cour pénale internationale, c'est que les charges sont a priori graves et par conséquent, les charges ne peuvent pas constituer une circonstance exceptionnelle. Monsieur le Président, ce droit naturel qui doit être rendu à ces deux accusés doit se prolonger dans le centre même du débat. Nous ne parlons plus d'une mise en liberté provisoire, nous parlons d'une mise en liberté immédiate. En d'autres termes, outre la présomption d'innocence qui doit toujours s'appliquer dans tous les cas, il y a ici une dimension supplémentaire et c'est la préservation de la liberté de la personne. La liberté d'une personne qui a été jugée et qui a été déclarée non coupable. C'est la dimension supplémentaire qui vient compléter la présomption d'innocence. Et cette présomption supplémentaire, la préservation de la liberté de la personne qui a été jugée et considérée comme non coupable par les juges, a bien entendu des conséquences pour le débat que nous menons aujourd'hui. Nous voulons faire valoir que la nécessité de conditions à la mise en liberté est une question qui doit être examinée à la lumière du droit international et du droit des traités. Ce qui signifie que la discussion en ce qui concerne les conditions de mise en liberté, c'est une discussion qui doit avoir lieu dans le contexte d'une mise en liberté immédiate. À part cela, l'accusation n'a pas prouvé que ces conditions étaient effectivement nécessaires en la présente affaire. Deuxièmement, en ce qui concerne le caractère, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles, Monsieur le Président, nous considérons que l'accusation se livre à une interprétation erronée de la structure et du libellé de l'article 81.3c petit i. Le risque concret d'une fuite et le caractère grave du crime sont des facteurs qui sont séparés des circonstances exceptionnelles. Un risque concret de fuite est un facteur qui doit être mentionné dans cette disposition, mais ça ne veut pas dire qu'il fasse partie du concept de circonstances exceptionnelles. L'article 81.3c petit i, par conséquent, ne donne pas aux critères risque de fuite le statut de critère en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles. Ce sont deux critères bien distincts et bien séparés. Vous pouvez le trouver également dans le texte du 81C petit i qui dit que pour ce qui est des circonstances exceptionnelles et ayant pris en considération le risque concret de fuite. Donc, c'est une accumulation de facteurs. Les facteurs sont mentionnés après les termes et en prenant en compte, entre autres, ceci. Ce sont des facteurs qui ne doivent pas déterminer le critère de circonstances exceptionnelles. En conséquence,
C'est aussi le point de vue de la juge Van den Wingert dans l'affaire Ngudjolo, où elle a effectivement fait une distinction claire entre d'un côté les circonstances exceptionnelles et d'un autre côté les facteurs spécifiques tels que le risque de fuite, la gravité du crime et la probabilité d'un aboutissement de l'appel. Ceci observé, Monsieur le Président, nous pouvons conclure par conséquent que l'accusation n'a pas prouvé de circonstances exceptionnelles parce que l'accusation définit ces circonstances exceptionnelles alléguées par des facteurs qui sont clairement séparés du critère visé à l'article 81.3c petit i. Enfin, le premier facteur spécifique, à notre avis, ne doit pas être la circonstance exceptionnelle, le risque concret de fuite. Ce n'est pas une circonstance exceptionnelle. Comme la Cour s'en souviendra, la défense de M. Blegoudé le 13 décembre 2018, lorsqu'il y a eu une discussion en ce qui concerne la mise en liberté provisoire, a déjà évoqué la question d'un soi-disant risque de fuite. En outre, Monsieur le Président, nous vous renvoyons à une décision importante de la Cour européenne des droits de l'homme, Batchef contre Mogava, en date du 4 janvier 2006, paragraphe 58. Les juges de la Cour européenne ont effectivement examiné la définition du danger pour un accusé de prendre la fuite et conclu sur deux critères importants. Premièrement, le danger pour un accusé de prendre la fuite ne peut déterminer la sévérité de la peine qui pourrait être en cause. Ça, c'est la première observation au paragraphe 58 de cette décision. La deuxième, c'est un élément important pour nos discussions d'aujourd'hui. Je cite, « L'attente d'une peine lourde et le poids des preuves peuvent être pertinents selon les juges pour déterminer le risque de fuite. Mais ça n'est pas un élément déterminant et la possibilité d'obtenir des garanties peut être utilisée pour compenser ce risque. Je fais référence également à Caïs contre l'Australie en 1968. Monsieur le Président, pour aujourd'hui, cela signifie que c'est encore de la spéculation que de dire que la Chambre d'appel peut conclure différemment. C'est de la spéculation. Et ça n'est pas un facteur décisif pour que l'accusé puisse être maintenu en détention. Selon la Cour européenne, le fait que l'on s'attende à une peine lourde et le poids des éléments de preuve, je dirais que c'est aussi la perspective potentielle d'un aboutissement de l'appel et la nature spéculative de cette attente, que cela peut être pertinent selon les juges. En d'autres termes, la Cour n'a pas de raison d'octroyer à l'accusation, de faire droit, à la requête de l'accusation uniquement sur la base du fait que l'accusation va faire appel et que cet appel pourrait aboutir. Je le répète, ceci est de la pure spéculation. Monsieur le Président, en ce qui concerne le risque de fuite, je pense sincèrement, avec mon équipe, qu'après la décision prise par vous, Monsieur le Président, hier, il y a encore moins de chances que M. Blegoudé cherche à fuir. Pour quelle raison? Eh bien, il a constaté que les juges avaient tenu compte de ces arguments, que les juges avaient confiance en ces arguments. C'est une raison supplémentaire pour qu'il coopère avec la Cour. Et sa motivation à coopérer avec la Cour s'est trouvée encore renforcée depuis hier, puisqu'il a constaté que la justice a été rendue pour
un défendeur comme M. Blé-Goudet, eh bien, c'est vraiment l'incitation la plus pertinente que l'on puisse imaginer. Après un acquittement, il y a même une raison pour que cette personne puisse comparaître dans le cadre d'une procédure d'appel pour voir son acquittement confirmé. Par conséquent, Monsieur le Président, la Cour dispose elle-même d'une assurance sans qu'aucune des conditions ne soit nécessaire. Une assurance que M. Blé-Goudet comparaîtra. Enfin, il est regrettable, vraiment regrettable, que l'accusation dans son écriture d'aujourd'hui, pages 12 et 13, soulève de nouveau, malheureusement, la question du passeport de M. Blé-Goudet et les sanctions des Nations Unies. Nous avons longuement expliqué à la Cour le 13 décembre de l'année dernière notre position en ce qui concerne ces passeports. C'est quelque chose qui a eu lieu il y a 5 ans, 6 ans, même 7 ans. Et ces passeports, d'ailleurs, n'ont jamais été utilisés par M. Blé-Goudet. Mais le temps a passé et c'est une observation qui est importante pour la Cour européenne. Si plus le temps passe, moins il y a de bonnes raisons pour maintenir quelqu'un en détention. Deuxièmement, s'agissant des sanctions des Nations Unies, eh bien, l'accusation, malheureusement, une nouvelle fois, omet de tenir compte d'une observation que nous avions faite le 13 décembre, c'est-à-dire que le 19 février 2016, M. Blé-Goudet, de manière volontaire, a coopéré avec la Commission des Nations Unies alors qu'il se trouvait en détention ici à La Haye. Vous pouvez trouver cela dans un document des Nations Unies avec la référence S 2016, numéro 254, paragraphe 178. Il s'agit d'une lettre du président de la commission d'enquête de la Côte d'Ivoire à l'adresse du président du Conseil de sécurité et également sur la base d'un entretien accordé par M. Blé-Goudet à cette commission de manière spontanée, volontaire. Les sanctions ont finalement été levées le 28 avril 2016 par une résolution 2283, résolution qui lève toute interdiction, y compris l'interdiction de voyager de M. Blé-Goudet. Par conséquent, la référence dans l'écriture de l'accusation à une situation qui a duré jusqu'en 2013 et 2016, eh bien, c'est une observation qui n'a plus de pertinence aujourd'hui. À part le fait que les 6 années qui se sont écoulées depuis les soi-disant incidents. La situation est que aujourd'hui, il n'y a plus d'interdiction de voyager ou de sanctions, quelles qu'elles soient, contre M. Blé-Goudet. En d'autres termes, l'accusation ne peut pas déduire un risque de fuite d'action qui remonte à plusieurs années. Je conclus nos observations pour cette partie et je dirais, pour conclure cette partie, justement, Monsieur le Président, que tout d'abord, il n'y a aucune raison d'imposer quelque condition que cela en résultant et que, en conséquence, la Cour doit rendre son droit naturel à la liberté à M. Blé-Goudet. Nous l'espérons aujourd'hui même. Deuxièmement, si la Cour devait accorder des conditions à l'accusation, telles que demandées par l'accusation et les représentants légaux des victimes, ces conditions n'ont rien à voir avec un risque allégué de fuite parce qu'il n'y a pas de risque de fuite pour M. Blé-Goudet, d'autant moins depuis hier. Je vous remercie beaucoup et je donne maintenant la parole à Maître Carin pour sa partie. Ms. Carin, please. Le président, Maître Carin, vous avez la parole. Maître Carin, bonjour, Madame, Messieurs les juges.
Donc, je vais maintenant parler de la gravité de l'infraction. Et donc, je serai très brève en parlant de ce critère. Comment dire? Certes, M. Blé-Goudet a été accusé de crimes fort graves. Cela dit, il a aussi été accusé, c'est un fait. Donc, contrairement à ce que dit l'accusation au paragraphe 20b de sa demande urgente, nous considérons que le critère de gravité de l'infraction, en l'espèce, n'est pas à prendre en compte lorsque la Chambre se doit d'évaluer si M. Blé-Goudet doit rester ou non en détention, bien qu'il ait été acquitté. La Chambre d'instance 2 dans l'affaire Ngoulot a déclaré que la gravité du crime ne peut pas être le seul critère permettant de maintenir en détention une personne acquittée. Et là, je reprends en écho d'ailleurs la question posée à l'accusation par Madame le juge Vandenweigert. Elle a posé la question suivante. En ce qui concerne cette affaire en l'espèce, qu'est-ce qui est si spécial à propos de la gravité des crimes? La juge Vandenweigert a bien fait remarquer que toute personne qui se retrouve traduite en justice devant la CPI est accusée de crimes graves, puisque c'est la compétence de la Cour, ce sont les crimes graves. Mais l'accusation se doit de démontrer la gravité des charges portées contre M. Blé-Goudet sont telles qu'elles sont bel et bien une circonstance exceptionnelle. Et j'ajouterai d'ailleurs que l'accusation doit bien démontrer que ces crimes sont si graves qu'elle doit bien démontrer que l'exception fournie au titre de l'article 81.3 CI, qui je le rappelle est une exception très limitée, peut bel et bien s'appliquer pour que la détention se poursuive. Maintenant, parlons à la probabilité de chance de voir l'appel aboutir. Eh bien, la défense remarque l'opinion dissidente de Madame le juge Herrera Carbuccia porte uniquement sur certains points. C'est une opinion dissidente extrêmement concise et ces points n'ont rien à voir avec la libération immédiate, enfin la mise en liberté immédiate. Alors prenons un peu de recul maintenant et tâchons d'étudier quelle était la cohérence de la thèse de l'accusation. Au cours des 3 ans de procès, la défense fait remarquer que l'accusation a eu amplement le temps de présenter sa thèse et de la défendre. La Chambre a entendu 82 témoins. Au départ, l'accusation en voulait 135. Alors, je ne voudrais pas du tout induire cette Chambre en erreur en citant des chiffres erronés. Donc, je dis à peu près 135. Mais c'est l'accusation qui a géré sa liste de témoins. C'est l'accusation qui a décidé de faire comparaître moins de témoins. Tout ce que nous pouvons dire de la part de la défense, c'est que le fait de vouloir présenter 135 témoignages à charge devant la CPI, c'était une nouveauté. Ensuite, l'accusation a profité du régime de recevabilité des éléments de preuve tel qu'elle a été décidée par la Chambre. En fait, un grand nombre de documents versés par l'accusation a été présenté au dossier, soumis au dossier, comme on dit, mais pas forcément admis au dossier, car nous voyons bien qu'il y a une différence entre soumettre et admettre.
Mais lorsque la défense a présenté sa demande aux fins de non-lieu, elle devait prendre en compte de toute façon tous ces éléments de preuve qui avaient été soumis, qu'ils soient éventuellement admis ou non. Et l'accusation a aussi eu amplement l'occasion de présenter son mémoire en fin de présentation de ses moyens. C'est aussi parfaitement... C'était une nouveauté pour la Cour, ça n'avait jamais été fait. Ensuite, malgré toutes ces conditions permettant de présenter et de défendre sa thèse, l'accusation n'a pas réussi à prouver la moindre charge contre les accusés. Et la défense fait donc valoir qu'il n'y a aucune raison que la Chambre d'appel, étudiant les mêmes éléments, en arrive à une décision différente. Si, bien sûr, l'accusation décide d'interjeter appel contre cette décision. Et enfin, bien que la majorité n'ait pas fourni la totalité de ses motivations dans son jugement, elle a quand même donné quelques arguments permettant de décider de l'acquittement, arguments qui sont parfaitement conformes au droit international. Donc, la probabilité de voir l'appel aboutir est extrêmement limitée, contrairement à ce que voudrait vous faire croire l'accusation du président. Merci. Maître Knops, je tiens à reprendre la parole, parce que je voudrais dire que le fait de maintenir M. Blégoudé en détention, c'est-à-dire ou éventuellement lui permettre une mise en liberté, mais sous condition uniquement, cela équivaudrait en fait à considérer qu'il est coupable. Donc, lorsque nous étudions Allen versus United Kingdom au paragraphe 94, au vu, donc, qui est un texte permettant de protéger les individus qui ont été acquittés de crimes, éviter donc qu'ils soient traités par les responsables publics ou les autorités comme s'ils avaient véritablement commis ce crime et qu'ils avaient été jugés coupables, est complètement contraire au droit international. Donc nous faisons valoir que la demande de l'accusation au paragraphe 29 de sa requête, qui demande que la Cour prenne des mesures pour que des personnes qui ont été acquittées restent en détention, parce que, certes, c'est maintenant à la Chambre d'appel de prendre sa décision éventuellement, mais c'est quand même la Cour en tant que telle qui est requise par l'accusation de maintenir M. Blégoudé en détention et en attendant qu'il y ait éventuellement un appel. Cela n'est pas du tout conforme au droit. Cela signifierait que les gens qui ont été acquittés sont encore traités comme des coupables parce qu'ils sont encore en détention et qu'on veut les maintenir en détention. Et pour ce qui est de la demande alternative de l'accusation au paragraphe 29, nous considérons qu'il ne convient pas que votre Chambre y fasse droit. Le Président, merci beaucoup. Mais je vois que M. MacDonald est debout. M. MacDonald, je voudrais répondre aux deux équipes de la défense, mais de façon concise, bien sûr, et discrète. Il est important pour votre Chambre de connaître la position exacte de l'accusation et non pas la position telle qu'elle est présentée de façon déformée par la défense. Et nous voulons aussi vous rappeler quelles sont ces décisions qui viennent d'être citées et en quoi elles ont à voir avec notre affaire. Par exemple, cette affaire Allen qui vient juste d'être citée, qui n'a absolument rien à voir avec l'affaire en l'espèce. Donc j'aimerais vraiment pouvoir vous parler. Le Président, oui, je vais vous donner quelques minutes. D'accord, mais ça signifie qu'il va falloir revenir encore une fois sur le métier, c'est bien cela? Le procureur, tout à fait. Le Président, Maître Atit, qu'avez-vous à dire? Nous objectons naturellement à cette demande de l'accusation. Chacun a pu s'exprimer de manière extensive grâce à votre Chambre. Et nous ne comprenons absolument pas quel est l'objet. Revenir encore une fois. Chacun a pu s'exprimer.
comme il le souhaitait. Arrêtons là les frais, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Well, Le président. Bon, je pense que nous sommes à un moment délicat du procès. Des questions qui sont difficiles aussi. Donc, je pense qu'il vaut mieux que tout le monde expose ses arguments. Donc, je donne rapidement la parole à Monsieur le procureur. Monsieur le procureur, merci. Tout à fait complet pour l'enregistrement. Je voulais juste ajouter que l'accusation étant en demande, il était difficile pour moi de comprendre pourquoi elle allait répondre. Mais je m'en remets tout à fait à votre chambre. Your Honors. excuse Oh, me, sorry. but Le président, la dernière partie de votre intervention n'a pas été saisie par les interprètes. the interpreters didn't understand what you said, the last few sentences. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste préciser notre position. À partir du moment où l'accusation était en demande, nous ne comprenions pas pourquoi elle allait répondre, mais puisque votre Chambre l'autorise à ajouter à ces observations, alors à ce moment-là, nous demanderons à votre Chambre de pouvoir répondre aux nouvelles observations de l'accusation. This is exactly what I said to the prosecutor. C'est exactement ce que j'ai dit à Monsieur le procureur. Il a la parole. Et on va devoir faire encore un tour de table, si je puis dire. Donc, vous pourrez répondre. Pardon, Monsieur le Président, mais juste un mot. Je crois qu'il y a eu un petit problème de traduction. Et si vous permettez, pour la clarté des débats, je vais juste vérifier. Alors, peut-être un mot pour essayer d'éclaircir les choses. Ce que je disais, c'est que le procureur, ayant initié le débat et présenté une demande, il nous semblait inutile qu'il intervienne à nouveau, mais à partir du moment où votre Chambre l'autorise à intervenir à nouveau, nous pensons qu'il... Et je crois, Monsieur le Président, que vous avez déjà dit oui. Nous pensons utile et indispensable que nous puissions répondre aux nouvelles observations du procureur. Je crois qu'il y a eu un petit problème de traduction. J'espère que les choses sont plus claires maintenant. Maître Altit, just for you. Le président, Maître Altit, j'ai dit, étant donné l'importance du sujet débattu, je vais exceptionnellement rendre la parole à Monsieur MacDonald pour quelques remarques brèves portant sur ce qui a été dit par la défense. Et ensuite, bien évidemment, je donnerai la parole au LRV et aux équipes de la défense. C'était par cela que je voulais dire remettre sur le métier, donc faire le tour de table à nouveau. Merci. Thank you, Your Honors. Monsieur MacDonald, je vous remercie. Madame, Messieurs les juges, je vais commencer par ce que Maître Knops vient de vous dire de l'équipe Blégoudet. Regardez le paragraphe 94 et aussi regardez quelle est cette décision à l'Inde et dans quel contexte elle a été prise. Elle n'a absolument rien à voir avec ce qui nous intéresse ici. Alors, nous faisons valoir que Monsieur Blégoudet n'a rien fait depuis 5 ans, le temps est passé, etc. Mais enfin, il était en prison depuis 5 ans, il était en détention, donc il devait suivre de toute façon les règles de la détention. Ce qui n'empêche pas qu'il avait quand même des passeports différents, des documents d'identité de 3 pays différents, tout document qui était des faux. Ensuite, coopération avec les Nations Unies. Regardez les faits. Ce n'est pas ce qui est dit. Regardez les documents, étudiez-les de près. Ce n'est pas ce que vous disent ces documents. Ensuite, je vais répondre à un
l'argument soulevé par les deux équipes de la défense. Et je vais citer Maître Altit. En l'absence d'une décision écrite, il est impossible de déterminer quelle serait la teneur d'un appel éventuel. Fin de citation. Alors, si M. Altit a raison lorsqu'il dit cela, dans ce cas-là, du fait de la décision de la majorité, les partis n'ont pas eu droit à une décision permettant de rendre un verdict avec des motivations qui seront présentées par la suite, ce qui a un impact bien sûr sur les droits de l'accusation à rechercher un maintien en détention ou une libération en attendant l'appel. Alors c'est ce que semble dire la défense, mais ce ne peut pas être la position de la majorité. Dans notre requête écrite, d'ailleurs, nous clarifions tout cela. Bien sûr, nous n'avons pas de motivation écrite. Nous ne savons pas quelles sont les motivations de votre décision, mais il y a quand même une chance que notre appel aboutisse. Et d'ailleurs, c'est toute la pertinence de l'opinion dissidente de Madame le juge Herrera Carbuccia, d'ailleurs. Parce que cela suffit en tant que tel à qualifier des circonstances exceptionnelles. Parce que nous sommes en pleine circonstance exceptionnelle en ce moment. Et cette Chambre est saisie de circonstances exceptionnelles. Donc, il y a des circonstances exceptionnelles du fait de la façon dont la décision a été rendue. Il y a des circonstances exceptionnelles en ce qui concerne les problèmes juridiques qui vont être soulevés. Et l'opinion dissidente, d'ailleurs, semble être une indication qui va dans ce sens. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui en audience. Et c'est pour cela que l'accusation vous dit qu'il y a des chances que l'appel aboutisse. On ne peut pas dire que cet appel soit mort-né. Il se pourrait très bien qu'il y ait un nouveau procès. C'est une possibilité qui existe. Donc, les risques d'évasion qui avaient été reconnus par cette Chambre dans au moins 10 de ces décisions perdurent. C'est pour cela qu'il faut que nous protégions le dossier qui existe. Le dossier et les indices allant dans le sens d'influence des accusés sur d'autres. Donc, ceci semble avoir été reconnu par la majorité dans toutes les décisions et c'est encore applicable, bien sûr. Bon, on sait très bien que nous avons en face de nous maintenant 2 acquittés, certes. Mais je sais aussi que je ne peux pas commenter une décision qui n'a pas été rendue parce qu'on ne voudrait pas qu'on pense que nous sommes en train d'influencer la Chambre d'une manière ou d'une autre. Il faut faire attention aux apparences. Donc oui, certes, les accusés ont été acquittés. Et la plupart des sujets seront traités dans un autre forum, nous le savons bien. Mais du fait de la nouveauté de l'espèce, c'est-à-dire le fait qu'on ait un acquittement après une requête afin de retirer les charges pour insuffisance de preuve de la part de l'accusation, c'est la première fois que ça arrive ici. Donc, nous recommandons donc qu'étant donné les circonstances exceptionnelles, il convient d'appliquer des conditions à la mise en liberté. Parce que nous sommes en effet dans le cadre de circonstances exceptionnelles. Le président, bien. Monsieur McDonald. Non, je reprends encore la parole pour parler maintenant de la gravité des infractions. Au titre du statut, bien sûr, chaque crime est extrêmement grave, certains encore plus graves que d'autres, certes. Il n'empêche qu'il s'agit d'un des critères qui doivent être pris en compte.
Je vous remercie. On dirait qu'il y a un problème avec Transcend. Thank you, Your Honors. I'm sorry. Je vous remercie, Madame, Messieurs les juges, le président bien, les représentants légaux des victimes. Merci. Je n'ai qu'un commentaire à faire après avoir entendu les arguments de l'accusation. Donc, on va parler de la gravité des infractions, qui n'est pas le seul fait à prendre en compte, bien sûr, il y a les autres. Et je tiens aussi à dire, en ce qui concerne la décision de Gunjolo, je tiens à vous rappeler la transcription de cette affaire lors de l'audience, n'est-ce pas, à propos donc, de l'audience Gunjolo portant sur le même sujet. Je cite, « La Chambre souhaite aussi souligner que cette décision d'acquittement a été rendue à l'unanimité et que la probabilité de voir l'appel aboutir aurait pu être fort différent s'il y avait eu une opinion séparée et une opinion dissidente, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Et là, je parle de l'affaire Gunjolo. Or, ici, nous avons une opinion dissidence et nous pensons que vous devriez prendre cela en compte lorsque vous allez rendre votre décision sur les chances de voir l'appel aboutir. La référence donc est ICC 01040212, transcription 3, version anglaise, page 4. 18 décembre 2012. Il s'agit de la date de l'audience. Merci, Maître Altit, dit le Président. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais être très bref, puisqu'essentiellement, le procureur n'a fait que répéter ce qu'il avait dit dans ses soumissions écrites. Donc, je ne vais pas y revenir. Je voudrais simplement noter un point. Un point qui me paraît peu clair. Qu'est-ce que ça veut dire protéger le dossier? Ça veut dire quoi? Le dossier, il est là. Le cas du procureur a été présenté. Il est terminé. Il faut protéger quoi exactement? Je ne comprends pas très bien cette formulation vague et nébuleuse qui me semble avoir comme objectif que de susciter une sorte d'écran de fumée de ma façon à procéder par sous-entendu, faute de pouvoir démontrer quoi que ce soit. Faute de pouvoir démontrer quoi que ce soit quand il s'agit de la liberté d'un homme innocenté, acquitté. Justement, là où il aurait fallu être précis, parce qu'il s'agit du cœur de ce qu'est un procès, la liberté d'un homme, les droits d'un individu. C'est inacceptable de vouloir procéder par sous-entendu, hypothèse fumeuse. Voilà, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Thank you very much. Mr. Knops. Mr. President, we have three. Maître Knops, Monsieur le Président, nous avons 3 remarques à faire suite à la réponse de l'accusation. Premièrement, bien sûr, les faits, en ce qui concerne le contexte de l'affaire Allen versus les États-Unis, sont différents, c'est évident. Le paragraphe que j'ai cité de ce jugement, le paragraphe 94, porte sur un principe général qui est sous-jacent à l'article 6 de la Convention, section 2 de cette Convention. Donc, il s'agit d'un autre contexte, certes, comme l'a dit M. MacDonald. Mais dans ce paragraphe, on explique comment traiter une personne qui a été jugée non coupable. C'est simple, donc. Deuxièmement, l'accusation nous dit que M. Bligoudé n'a pas coopéré avec les Nations Unies. Enfin, ce n'est pas ce que dit le document.
Bon, c'est vrai que le document ne dit pas explicitement Monsieur Blé Goudet a coopéré avec nous, noir sur blanc. Mais dans ce document, il est bien écrit qu'il a volontairement accepté certaines choses alors qu'il aurait pu les refuser. Il a accepté une interview, par exemple, au cours de laquelle le représentant des Nations Unies lui a posé beaucoup de questions sur l'endroit où il se trouvait, lui ont présenté aussi son passeport malien. Dans ce document 216254 au paragraphe 178 et 179, j'ai le document sous la main d'ailleurs, on voit bien que les représentants qui sont allés au centre de détention des Nations Unies pour rencontrer M. Blé Goudet, d'abord ont été reçus par M. Blé Goudet, lui ont bien demandé pourquoi il avait un passeport malien, et il leur a expliqué pourquoi il avait ce passeport en disant qu'il ne l'avait jamais utilisé. Et cette interview a eu lieu en 2016, et suite à cette interview, les sanctions ont été levées, y compris l'interdiction de voyage. Donc pour les Nations Unies, il semble que le fait que M. Blé Goudet ait beaucoup de passeports qu'il n'avait pas utilisés n'était pas vraiment un problème. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Tournons la page, c'est fini, ça n'a rien à voir avec la détention. Et ici, on parle d'une personne de l'article 54, donc, qui coopère volontairement avec une organisation internationale. C'est ce qui se passe aujourd'hui et je ne parle pas de ce qui s'est passé en 2013 à ce sujet. Maintenant, pour ce qui est du risque d'évasion, l'accusation bien relevé, ce que savait la Chambre d'ailleurs, qu'il n'y a pas eu de circonstances exceptionnelles acceptées par la Chambre dans l'affaire Ngunjolo. Bien qu'il y ait eu une allégation sur laquelle M. Ngunjolo se serait échappé de prison après une ordonnance de cour militaire, et même après que des allégations aient été portées contre lui, comme quoi il aurait intimidé des témoins. Même après toutes ces allégations, la Chambre n'a pas considéré qu'il y avait des circonstances exceptionnelles et ne permettant pas sa libération. Et pour M. Blé Goudet, ces éléments ne sont pas là de toute façon. L'affaire Blé Goudet est différente. Donc, Monsieur le Président, l'accusation semble vous dire nous avons des circonstances exceptionnelles du fait de l'opinion dissidente. J'ai un très grand respect pour l'opinion dissidente de Madame le juge Karbouchia, mais il n'empêche que les faits sont là, les faits sont têtus. Il s'agit d'un acquittement. Et j'ai lu d'ailleurs cette opinion dissidente avec énormément d'intérêt. Et je tiens à remarquer, ce n'est pas d'ailleurs ce qu'a dit l'accusation à la Chambre. Au paragraphe 37 de cette opinion dissidente, la juge dissidente a écrit, et je cite, « Je respecte la décision de la majorité d'acquitter l'accusé. Je reconnais que tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable et a le droit d'être libéré immédiatement s'il est acquitté. » C'est écrit. Nous sommes des professionnels du droit. C'est un droit naturel. Alors, laissons de côté cette opinion dissidente et tous les arguments que l'on peut soulever à ce propos. Ce sera la Chambre d'appel d'en juger. Même avec l'opinion dissidente, de toute façon, le droit de M. Blé Goudet est un droit à être libéré immédiatement. Donc, rendez à M. Blé Goudet son droit naturel à la liberté, droit qui se trouve dans tout instrument international et qui explique bien que M. Blé Goudet doit être libéré aujourd'hui. Merci beaucoup, le Président. Merci. J'ai deux questions. Une que je dois soulever en audience publique et l'autre à huis clos partiel. Et ces deux questions sont essentielles pour que nous puissions rendre une décision. Donc, je vais demander aux équipes de la défense. Bon, Maître Knopf semble avoir fait allusion à la chose, mais n'a pas été extrêmement clair. Page 19, ligne 22 de la transcription d'aujourd'hui. À un moment, vous avez bien dit, Maître Knopf. Et donc, Monsieur le Président, la Cour est déjà certaine que même sans condition,
associé à sa libération, M. Begouda, comparaîtra éventuellement. Alors j'aimerais bien que les deux équipes de la défense soient plus claires. Est-ce que les deux personnes en cause sont prêtes à signer un document sur l'honneur comme quoi ils comparaîtront si nécessaire? Et les conseils de la défense sont-ils aussi prêts à apposer leur signature aux fins de servir de garant? Alors c'est la première question que je vous pose. Vous êtes d'accord avec cela? Maître Altit. Maître Altit. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, en ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait prêts à signer un document, quel qu'il soit, que la Chambre nous demanderait de bien vouloir signer. Et quand je dis nous, il s'agit naturellement de Laurent Gbagbo et de moi-même en tant que conseiller principal. Thank you very much, Mr. Knopes. Merci beaucoup, Maître Knopes. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, Monsieur Begouda, toute l'équipe de la Défense et moi-même en tant que conseiller principal sont prêts à signer un document. Nous coopérerons avec la Chambre d'appel au cas où il y aurait un appel. Et nous comparaîtrons, bien sûr. Le Président, merci. Je vais maintenant demander à ce que nous passions à huis clos partiel, rapidement. La greffière d'audience. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Maintenant, il faut que je lève la séance. La Chambre ne peut pas vous dire exactement à quelle heure la décision sera rendue en audience publique sur la requête aux fins de l'article 81. Sachez que la réponse sera rendue aujourd'hui, mais pas avant 15 heures, ça c'est sûr.
mais nous resterons en contact avec Madame le greffier d'audience et nous vous dirons exactement ce qu'il en est. En tout cas, jusqu'à 15 heures, vous êtes libre. Merci.